Alimenté par les glaciers et les neiges éternelles, le Rhin prend sa source dans les Alpes suisses. Des centaines de torrents se rejoignent pour se précipiter dans la vallée. Sans cesse, la force de l'eau est domptée par des retenues. Au cours des millénaires, le plus grand torrent d'Europe a façonné des paysages grandioses. Mais aujourd'hui, rares sont les endroits où il coule librement. Malgré les obstacles, sa course à travers les Alpes se poursuit jusqu'au lac de Constance. Au cœur de la Suisse, le massif du Saint-Gothard est le château d'eau de l'Europe. C'est ici que passe la ligne de partage des eaux entre la mer du Nord et la Méditerranée. Des fleuves comme le Rhin y prennent leur source. Telle une promesse, voici le phare du col de l'Oberalp. Car après avoir parcouru plus de 1200 km, le Rhin se jette dans la mer du Nord. Près du col de l'Oberalp, le lac de Thomas est considéré comme la source du Rhin antérieur. Depuis des années, le Suisse Ernst Brommeis se consacre corps et âme à l'eau. Nageur de l'extrême, il a déjà parcouru à la nage 200 lacs d'altitude. Je me suis toujours senti parfaitement bien, en sécurité dans les lacs de montagne. Quand j'aime quelque chose, je sais l'apprécier et l'estimer à sa juste valeur. J'essaie de faire partager cet amour pour les lacs d'altitude. J'espère que les gens seront sensibles à cette beauté et qu'ils sauront estimer l'eau. Ambassadeur de l'eau, Ernst Brommeis nous rappelle que l'eau n'est pas une ressource inépuisable. C'est une chance immense de vivre dans les Alpes, où l'eau jaillit comme une cascade, où on a l'impression qu'elle est sans fin. Mais cette chance devrait nous inciter à en faire un usage raisonné. Une grande partie de la population mondiale ne vit pas avec une telle abondance d'eau. Je veux que l'on parle de cette injustice, qu'elle fasse l'objet d'un débat. Sa cause, Ernst Brommeis la mêle à ses ambitions sportives. En mai 2012, le lac de Thomas encore gelé, il se lance dans une grande aventure. Descendre le Rhin à la nage, de sa source jusqu'à son embouchure dans la mer du Nord, à Rotterdam. Il faut toujours aller dans le sens du Rhin, sinon tu n'as aucune chance. Le fleuve est le plus fort. C'est une lutte avec moi-même, car en arrivant au lac de Constance, je me suis rendu compte que nos prévisions n'étaient pas bonnes. Pourtant, je ne me suis jamais emporté contre le Rhin. Jamais je n'ai maudit ses eaux, car moi aussi je dépends de ce fleuve. Son amour et sa fascination pour le Rhin sont donc restés intacts. Le Rhin, je le referai. Avec lui, on comprend comment l'homme utilise l'eau et combien il en est dépendant. Le lac de Constance est un réservoir d'eau potable. Le Rhin est une immense voie navigable. Et il y a ce contraste entre sa source dans les Alpes et son embouchure à Rotterdam, le deuxième plus grand port du monde. Je trouve ça fascinant.
Après le lac de Thomas, le Rhin antérieur se transforme vite en un torrent sauvage. 2 kilomètres plus loin, il est piégé pour la première fois. Sa puissance est domptée et plus bas, dans la vallée, transformée en électricité. Plus loin, sur les hauteurs, l'imposante abbaye bénédictine de Disentis rappelle l'importance qu'avait la route marchande empruntant la vallée du Rhin antérieure en direction du versant sud des Alpes. À Disentis, le Rhin est une évidence. On ne le voit pas, mais on sait que derrière la plaine, le Rhin coule. Depuis plus de 50 ans, l'abbé Daniel Schönbechler appartient à la communauté de Disentis. Ces 12 dernières années, il présidait à la destinée de l'abbaye. Il a transmis le flambeau et a maintenant du temps pour son activité de directeur de conscience, à la fois théologien et psychologue. Des managers assistent à ses séminaires, des sportifs de haut niveau écoutent ses conseils. Dans son travail, le Rhin joue un rôle symbolique de choix. Le Rhin prend sa source là-haut, au lac de Thomas. Son principe de vie est de couler vers le bas, car on ne peut couler vers le haut. C'est ainsi qu'il faut le comparer au principe de vie des hommes. L'abbé Daniel reçoit aussi des personnes souffrant de problèmes de santé. C'est un principe inhérent à l'être humain. L'énergie circule en nous. L'énergie est force de vie et quand elle circule, tout va bien. Mais si elle est bloquée, il y a des problèmes. Il faut alors chercher le blocage pour rétablir le mouvement. Devant la chapelle Saint-Benoît, un édifice de l'architecte Peter Zumthor, la fontaine symbolise le cours du Rhin, mais aussi la destinée humaine. Pour l'abbé Daniel, la chapelle est un lieu de recueillement. Sa foi et son travail sur les énergies sont en harmonie. Si j'ai un blocage énergétique, et en général ces blocages viennent de la tête, il faut le dénouer pour que je puisse être fidèle à ce que je suis réellement. En ce sens, je conçois mon travail comme un acte spirituel. L'abbé Daniel veut aider les gens à se développer librement. Devant sa porte, le Rhin alpin est sans cesse dompté, mais il accepte cette nécessité car il faut aussi se protéger de l'eau. Quand le Rhin ne peut pas couler, c'est une contrainte. C'est pareil pour nous. Si j'ai une obligation, je gaspille plein d'énergie que je pourrais mieux employer. Si j'ai le droit de faire quelque chose, c'est la liberté. Je le fais si c'est censé, et si c'est insensé, ce n'est pas la fin du monde. C'est une incroyable liberté. Près de 30 km plus bas dans la vallée, l'exemple le plus impressionnant de la puissance du Rhin antérieur, les gorges du Rhin, aussi appelées Ruina Alta. La Ruina Alta est née il y a 10 000 ans après un gigantesque éboulement. Des milliers de mètres cubes de rochers ont été précipités dans la vallée du Rhin. En romanche, Ruina Alta signifie « au tas de pierre ». La masse de pierre qui a enseveli la vallée du Rhin antérieure correspond en gros à 10 fois le Cervin. Au cours des millénaires, le Rhin antérieur a creusé son lit jusqu'à 400 mètres de profondeur dans la roche, ce qui a façonné des gorges d'une rare beauté.
100 ans déjà que des trains empruntent ces gorges. C'est l'un des tronçons ferroviaires alpins les plus spectaculaires et les mieux surveillés. La ruine Aulta est un lieu très particulier. Il faut prendre garde aux chutes de pierre, à l'eau, aux glissements de terrain. Bruno Kadosh travaille depuis près de 50 ans pour les chemins de fer rétiques. Ce cheminot pur jus a pour mission d'entretenir et de surveiller la ligne entre Disentis et Coire, qui traverse aussi la ruine Aulta. L'entretien de la ligne est un travail qui sollicite constamment Bruno Kadosh et ses hommes. Chute de pierre, précipitation, sans oublier le Rhin, leur donnent du fil à retordre. Le confluent de la rivière Carrera et du Rhin est le point le plus critique. S'il y a de l'orage en montagne, ou que le Rhin est en crue, en une demi-heure, la voie ferrée risque d'être inondée. En quelques minutes, ce ruisseau d'aspect inoffensif peut se transformer en un torrent déchaîné, capable de charrier des gravats et des éboulis vers les gorges. Ça se sent de loin quand la rivière charrie de la matière. On l'entend venir. Les grosses pierres roulent dans l'eau. Un étranger remarquera peut-être quelque chose de particulier, mais ne saura pas dire de quoi il s'agit. Deux fois déjà, il a fallu reconstruire ce pont sur la rivière Carrera. L'ouvrage flambant neuf doit pouvoir résister aux assauts du torrent. Mais pour la sécurité des passagers, la surveillance de la voie est indispensable. Bruno Kadosh accomplit son travail consciencieusement. Bientôt, il partira à la retraite. La vie du rail va lui manquer. Pour moi, le Rhin signifie beaucoup. Surtout le Rhin antérieur qui coule dans cette vallée. Il ne faut pas en avoir peur, mais le respecter. Le lac de Kaouma est niché dans la forêt, entre les montagnes de Flims et les gorges du Rhin. Une perle turquoise, sans affluent ni écoulement visible. En romanche, son nom signifie « lac du repos de midi ». Après 76 km, le Rhin antérieur est presque hésitant quand il mêle ses eaux grises au Rhin postérieur, près de Reichenau, pour former le Rhin alpin. Le Rhin postérieur prend sa source quelques 70 km en amont, au pied du versant est du Rheinwaldhorn, point culminant du Tessin. C'est ici que passe la ligne de partage européenne des eaux. D'un côté, les cours d'eau coulent vers le sud, de l'autre, ils coulent vers le nord par le Rhin postérieur. Alimentés par les neiges éternelles et les glaciers, d'innombrables filets d'eau et ruisseaux se rassemblent pour couler le long des vallées adjacentes et gagner le Rhin postérieur. L'une de ces vallées a pour nom Val Curciusa.
l'accès se fait uniquement à pied, ce qui en fait une merveille à l'état naturel. Depuis des années, l'alpage d'Alpe Courchiouza est exploité l'été par la famille Elbling. Plus de 2000 têtes de bétail, moutons, vaches et chevaux passent la belle saison ici. Tous les pâturages doivent être broutés au moins une fois. Bergère expérimentée, Laura Elbling attire les bêtes avec du sel vers un pâturage. Enfant déjà, elle venait l'été sur les hauteurs de Val Courchiouza. C'est devenu un job d'été. Ça me plaît. Ça change tellement de l'école ou des études. Ici, je peux savourer le travail au grand air et déconnecter du reste. Ça fait du bien. Laura, 21 ans, a une formation de droguiste et suit des études d'ingénieur en alimentation. Ça me plaît d'être dehors et toujours en mouvement. Pas besoin de faire du jogging. Côté fitness, tout est là avec le travail. Vraiment, ça me plaît beaucoup. Un été sur l'alpage est une aventure solitaire. Les seuls contacts sociaux réguliers sont ceux avec les autres bergers. Les téléphones portables ne passent pas. Laura Elbling est d'autant plus heureuse quand elle retrouve son frère et son père. Je trouve ça très bien de toujours travailler étroitement ensemble, de pouvoir discuter de tout. Pour moi, l'esprit d'équipe est très important sur l'alpage. C'est pourquoi je trouve ça bien que nous soyons là en famille. Chaque jour, la météo est le sujet de discussion numéro 1. En montagne, l'eau est très importante. Quand il fait beau, nous sommes contents de pouvoir boire. Et le bétail aussi a besoin de boire. Par beau temps, je cherche toujours un ruisseau pour remplir ma bouteille. Par contre, le danger peut être grand quand les pluies sont fortes. Les rivières grossissent et il est difficile de les traverser. Mais quand les lacs d'altitude se réchauffent, j'aime beaucoup leur eau. Quelquefois, Laura se prend à imaginer le destin de ces cours d'eau. Quand on regarde ces petits ruisseaux descendre du glacier, on n'a pas la moindre idée des quantités d'eau qui se rejoignent plus bas. Je trouve ça incroyable. Il s'en est fallu de peu pour que l'Arehoua ne soit arraché à son état naturel. Après une longue lutte, le projet qui prévoyait un barrage hydroélectrique dans la partie supérieure de la vallée a été abandonné en 1999. Le paysage est tout autre dans le Val d'Ilay, avec un lac de 8 km. Ce barrage des années 50 est un exploit architectural et diplomatique. Le lac est presque entièrement situé sur le territoire italien, mais le barrage appartient à la Suisse. La rivière Reno d'Ilay coule aussi vers la Suisse, par le Val d'Averse, si bien que les eaux du lac d'Ilay sont les seules d'Italie à rejoindre le Rhin postérieur et à couler vers la mer du Nord. Retour dans la vallée de Rheinwald. Il y a 2000 ans, une importante route commerciale passait déjà par là. Elle est devenue la 13, qui emprunte le tunnel du San Bernardino pour relier la Suisse à l'Italie.
De son côté, la route du col du San Bernardino est surtout un défi pour les amateurs de lacets. « 10 km plus bas, le long du Rhin postérieur, voici le village de Splügen. Situé au pied du col du Splügen, cette localité est depuis longtemps un lieu d'échange. Les somptueuses bâtisses traditionnelles témoignent de la riche histoire du commerce transalpin. Plus loin, l'idyllique Val Schöns, ou vallée de Schams, dévoile ses pâturages et ses villages cossus. C'est ici que s'entraîne Jonas Baumann. J'ai toujours aimé les sports d'endurance. Enfant, je courais sans arrêt. Pour moi, c'est bien sûr une joie immense d'avoir pu faire de mon hobby mon métier. Depuis 5 ans, Jonas Baumann est un des espoirs de l'équipe nationale suisse de ski de fond. Il a grandi sur les hauteurs du Rhin postérieur. Fils unique d'une famille d'agriculteurs, le sport est sa seule passion. Quand Jonas s'entraîne sur un tracé de son enfance, les souvenirs reviennent. Après l'école, on allait se baigner dans l'eau froide. Mais dès qu'il y avait du mauvais temps, l'eau avait une puissance inouïe. Et on savait qu'il ne fallait pas y aller. On s'en rend compte depuis le pont. L'eau a une telle force, elle est capable de charrier de gros rochers et des troncs d'arbres. C'est très impressionnant. À quelques centaines de mètres en aval du fleuve, la force du tout jeune Rhin postérieur se manifeste de façon tout aussi impressionnante par la célèbre gorge de Via Mala, la gorge du mauvais chemin. Les Romains empruntaient déjà cette voie dangereuse. Au fil du temps, le Rhin a creusé la roche de la gorge sur une profondeur de plus de 300 mètres. La Transviamala Run passe aussi par la gorge. C'est une course de montagne éprouvante, rendez-vous incontournable pour de nombreux sportifs. Jonas Baumann y a participé en 2010. Le parcours traverse directement la gorge, avec ses nombreuses marches dans la roche, l'étroit sentier dans la forêt et le long du fleuve. En tout, il y a 19 km et 1000 mètres de dénivelé. Pour moi qui suis de la région, c'est un vrai bonheur de remporter la course dans ce paysage, devant mon public. Jonas Baumann cultive un lien particulier avec le Rhin. L'eau a un effet apaisant sur moi. J'y puise une nouvelle énergie pour les entraînements qui viennent ensuite. Le fleuve commence tout petit et devient de plus en plus grand. C'est pareil dans la vie d'un sportif. On débute tout en bas et on essaye petit à petit de progresser. Je crois qu'il faut beaucoup d'endurance. Et le Rhin en a besoin aussi pour traverser toutes ces gorges et ces étranglements. Pour un sportif, c'est une qualité essentielle. Dans ces contrées, les surfaces planes sont un bien précieux. La moindre parcelle sert de pâturage. Surplombant la sortie sud de la Via Mala, le château Hohenrätien domine la bourgade de Thusis. Le Rhin postérieur y reçoit son plus grand affluent, l'Albula. La rivière jaillit au cœur du massif des Grisons. L'Albula doit sa renommée au viaduc de la ligne des chemins de fer Rétique, un édifice inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. De tout temps, l'homme a bâti des édifices titanesques pour apprivoiser les eaux du Rhin et de ses affluents.
le cours du Rhin alpin est façonné par ces constructions. Autre exemple d'architecture à Thusis. Thusis est la principale ville de la vallée de Domlezhg. Au XIXe siècle, le cours du Rhin postérieur a été rectifié pour gagner des terres agricoles. La vallée occupe un emplacement stratégique, point de passage vers 3 importants cols alpins. Pas étonnant qu'on y trouve autant de châteaux. L'Ortenstein domine le Rhin postérieur. Le château et ses dépendances sont encore habités et exploités aujourd'hui. Le Rhin postérieur ne retrouve son lit naturel qu'une seule fois avant de rejoindre le Rhin antérieur. Il serpente alors paisiblement à travers la vallée. Mais le paysage atteste qu'il peut montrer un visage bien différent. Après Reichenau, le fleuve prend son nom définitif de Rhin. Pour les poissons du lac de Constance qui remontent le Rhin vers leur lieu de reproduction, l'usine hydroélectrique de Donat-Ems est un obstacle infranchissable. Fin des années 70, la truite du lac était menacée d'extinction. Elle doit sa survie à l'engagement de personnes comme Florian Baby, garde-pêche depuis 25 ans. On développe une forme de lien avec ces animaux, même s'ils sont muets. D'une certaine manière, on leur donne la parole en les protégeant et en s'occupant d'eux. Le canton et les défenseurs de l'environnement ont dû se battre longtemps pour les près de 1 300 000 € de l'ascenseur à poissons, le seul moyen de garantir la survie à long terme des truites de lac. En 1983, a commencé l'élevage d'une nouvelle souche mère de truites du lac de Constance, avec seulement 4 femelles et un mâle. Une population saine s'est développée et grâce à l'ascenseur à poissons, les truites peuvent retourner à leur frayère. Florian Baby n'a plus besoin de pratiquer l'élevage. Il contrôle désormais la taille des poissons et recense ceux qui ont effectué ce long trajet depuis le lac de Constance. Aujourd'hui, il y avait de nouveau beaucoup de truites. Chaque année, il en passe entre 5 et 700. Avant, on en voyait plus. C'était la dernière chance. À présent, nous surveillons l'évolution de la population. Pour recenser les poissons, Florian Baby utilise entre autres un appareil photo qui se déclenche dès qu'un poisson aborde l'ascenseur. Sur un de ces clichés, il découvre qu'il n'est pas le seul à se réjouir du retour de la truite de lac. Quel événement quand nous avons vu ces images. Tout d'un coup, il y avait une loutre. Cet animal passe pour quasiment éteint en Suisse. Pendant 3 mois, elle était régulièrement sur nos clichés. Ce serait super si la loutre était de retour, même si elle prélève de temps à autre un poisson. Nous aurions une nature à nouveau intacte. C'est un objectif qui devrait mobiliser les gens. J'ai grandi au bord du Rhin. Sans lui, il me manquerait quelque chose. Quand le fleuve est en crue, mieux vaut ne pas s'en approcher. C'est pareil quand un humain est de mauvaise humeur, il faut le laisser en paix. Et c'est ce qu'on fait avec le Rhin.
Le Rhin alpin est maintenant un fleuve imposant qui coule en direction de Coire, une des plus vieilles villes de Suisse, chef-lieu du canton des Grisons, avec son somptueux évêché et sa vieille ville pittoresque. Mayenfeld, un village mondialement connu, car il a servi de cadre au personnage de Heidi dans le roman de Johanna Spyri. Le Rhin met ensuite cap au nord. Classé monument historique, ce pont en bois de 1870 relie la Suisse au Liechtenstein. C'était le premier d'une série de ponts qui, en plus de traverser le fleuve, permettaient de passer d'un pays à l'autre. Le château de Vaduz domine la capitale de la principauté du Liechtenstein. C'est la résidence de la famille princière et du chef de l'État. Quelques kilomètres au nord, le Rhin alpin, puissant mais régulé, reçoit du renfort de son affluent, l'Ill, qui vient des Alpes autrichiennes du Vorarlberg. Le Rhin sépare à présent l'Autriche de la Suisse. Les postes frontières rappellent que pendant des siècles, le Rhin était une frontière entre les États, qu'il n'était pas facile de traverser. L'ancien et le nouveau Rhin à Diepoldsau. On aperçoit bien les anciens méandres. Depuis les régulations de 1900 et 1920, les vieux bras du fleuve et leurs prairies attirent les baigneurs en été. Le Rhin rectifié coule en ligne droite vers le lac de Constance. Sa régulation a permis d'exaucer un vieux souhait des habitants de la vallée qui ont gagné des terres habitables et cultivables. Mais le débit du Rhin rectifié a augmenté. Le fleuve n'est plus en mesure de contenir les sédiments et roches qu'il charrie sur 90 km depuis les Alpes. Son lit artificiel doit sans cesse être dragué pour éviter que le fleuve ne submerge les digues. Le résultat est avantageux, car les graviers que l'eau a longuement polis en descendant des montagnes rapportent de l'argent. Sur près de 5 km, le Rhin est amené en un point avancé du lac. Ce prolongement évite que son delta ne se comble de dépôts alluvionnaires. Chargé de sable, de pierres et de gravier, on aperçoit distinctement le Rhin alpin qui se déverse dans le lac. Le prolongement du Rhin ravit les amateurs de nautisme. Mais pour les animaux de l'ancien delta, ils signent la perte de leur biotope. Le prolongement du Rhin et l'ancien delta sont donc devenus une réserve naturelle. Pour la biologiste Agnès Steininger, c'est un fantastique lieu de travail. Pour la nature, c'était tout sauf un plus. À l'époque, la sécurité primait par-dessus tout. Mais à présent, dans plein d'endroits, on se demande ce qu'on peut faire pour la nature et ce qu'on peut lui restituer. Agnès Steininger est à la recherche de plantes. Les nouvelles espèces sont nombreuses à avoir élu domicile ici. Bien avant le prolongement du Rhin, le delta était déjà un paradis pour les oiseaux.
Nous avons eu de la chance, le territoire a été préservé. Très vite, on s'est rendu compte de sa singularité. C'est une aire de repos pour les oiseaux et heureusement les habitants de la région l'ont compris. C'était donc plus facile de mettre en place des mesures de protection. Dès que possible, elle installe son télescope pour observer les nouveaux arrivants. Le cormoran, c'est une histoire un peu sensible. En ce moment, il n'a pas bonne presse dans la région. Ça se comprend. Les pêcheurs pêchent pour gagner leur vie et le cormoran attrape des poissons pour manger. Pourtant, c'est un oiseau d'une telle élégance. C'est très impressionnant quand on les voit en groupe. Ils prennent des bains de soleil. En fait, les humains sur l'autre rive font exactement la même chose. Ils se dorent au soleil et piquent une tête. Le delta autrichien du Rhin est réputé pour la variété des oiseaux qui viennent nicher ou faire halte durant leur migration. C'est unique. Nous avons là le Rhin, qui structure finalement tout le paysage et qui permet la présence d'un nombre incroyable de biotopes. Cette diversité se traduit par de nombreuses espèces d'animaux et de plantes. Et ça, c'est merveilleux. C'est surtout avec les enfants qu'Agnès Steininger aime partager sa passion pour le delta du Rhin, sa faune et sa flore. Je trouve très important de montrer aux enfants le monde qui est à leur portée. Souvent, il suffit de bien regarder. On peut ensuite découvrir tant de choses. C'est primordial pour que la nature continue d'être préservée. Après nous, ce sera à nos enfants de protéger ces lieux. Peut-être qu'un jour lointain, les alluvions du Rhin auront totalement comblé le lac de Constance. Mais pour l'instant, le lac est une merveilleuse terre de culture. Tous les ans, au festival de Bregenz en Autriche, un nouveau décor gigantesque est monté sur la plus grande scène lacustre du monde. À Lindau, sur la rive allemande, le Rhin remonte à la surface du lac. Car après son embouchure, ses eaux glacées rejoignent les profondeurs du lac en dévalant une cascade souterraine. Maintenant, le Rhin longe la rive du lac de Constance en direction du lac inférieur. Par endroits, la présence humaine remonte à 6000 ans. À Unteruldingen, les reconstructions du musée des Palafites, des habitations sur pilotis, montrent à quoi pouvaient ressembler les villages du néolithique. On estime que certaines colonies pouvaient compter jusqu'à 1 millier d'habitants. Plusieurs kilomètres plus haut, à Zipplingen, l'étudiante en archéologie Mélanie Yannick a fait quelques trouvailles dans le lac. On découvre un petit monde différent, ou plutôt un grand monde différent. C'est absolument fascinant. Et quel plaisir de pouvoir faire ça. Tous les ans au printemps, Mélanie Yannick rejoint une équipe de fouilles sous-marines à Zipplingen. Les cités lacustres du lac de Constance sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. De 3900 à 900 avant Jésus-Christ, la baie de Zipplingen était au sec et habitée. En tout, on a dénombré 17 cités. On plonge littéralement dans une autre époque. On descend strate par strate. Et comme chaque strate correspond à une époque donnée, on remonte toujours plus loin dans le passé. Les trouvailles sont minutieusement marquées et recensées. Le lac de Constance offre des conditions de fouille exceptionnelles car l'eau et les sédiments préservent bien les objets. On peut trouver une noisette d'il y a 5000 ans,
Et pourtant, on dirait qu'elle vient de tomber de l'arbre. Grâce à ces découvertes, la vie des habitants du néolithique semble beaucoup plus proche. On remonte un objet du fond de l'eau, on le regarde et on sait qu'aucun humain ne l'a tenu dans sa main depuis 5000 ans. Chouette, non? Tout ce que je peux trouver me réjouit. Les céramiques, les os, les textiles, oui, tout. Le musée d'Unterrholdingen ne donne cependant qu'une vague représentation de la vie difficile des hommes d'antan, entre les incendies, les invasions de moustiques et l'eau qui menaçait constamment de monter. On a tendance à idéaliser. Mais vu les conditions de vie de l'époque, tout était beaucoup plus dur et on ne pouvait presque rien prévoir. J'ai beaucoup de respect pour les hommes de cette époque. Le Rhin ne se mêle que partiellement aux eaux du lac de Constance. Il coule principalement le long de la rive allemande. Son cours est ensuite happé par l'étranglement de Constance. Au milieu du vieux pont commence le décompte kilométrique du fleuve. Il lui faudra encore parcourir près de 1033 km pour gagner Rotterdam et se jeter dans la mer du Nord.